Bourse, une série pour mettre en avant les lauréats de la dernière édition des Trophées de l'innovation organisée par LBP Asset Management. En début de ce mois de novembre, 3 trophées ont été remis à 3 startups que nous allons recevoir au cours des prochains jours, à commencer ce soir par Achille, qui a été donc récompensé du trophée de la FinTech de l'année, et le cofondateur d'Achille, Ralph Rumi, est à mes côtés en plateau. Ralph, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais dans l'introduction de l'émission, on est dans le monde de l'AssurTech, l'InsurTech avec Achille. Alors, vous êtes piqué du virus de la tech, ça j'imagine, il n'y a pas de doute. Mais avant même ça, Ralph, et c'est un peu l'histoire que je voulais que vous nous racontiez, le monde de l'assurance coule dans vos veines depuis le plus jeune âge. Oui, en effet, j'ai été piqué par la tech et l'assurance, mais d'abord l'assurance avant la tech. Et c'est ça, ouais. Donc j'explique un peu, mon papa travaillait dans l'assurance, une vieille compagnie d'assurance qui s'appelait PFA, mon frère travaillait dans l'assurance, j'ai fait tous mes stages jeunes dans l'assurance, et puis j'ai fait des études de mathématiques, d'actuariat et autres, donc j'étais destiné à travailler dans l'assurance, et j'ai commencé ma carrière dans l'assurance en 96. Donc j'ai 26 ans si on fait le calcul. Sauf que vous avez... Enfin, l'idée, c'est de créer ou de recréer le monde de l'assurance avec Achille. Vous n'êtes pas les seuls, hein. C'est un secteur sans doute où il y a une intensité concurrentielle importante depuis quelques années, Ralph. Mais qu'est-ce qui a fondé justement Achille, vous et les autres fondateurs de l'entreprise? Quelle a été la grande idée de départ face à une concurrence que vous avez sans doute vu arriver et monter? Comment vous avez positionné Achille dans ce monde de la surtech? Alors, ça vient d'une histoire personnelle d'abord. Moi, j'ai monté plein d'autres boîtes avant de monter Achille. J'ai vu des comparateurs d'assurance, d'ailleurs, toujours un peu autour de ce monde-là. Comparateur de crédit, après une grosse boîte de marketing digital. Donc, c'est plutôt ça qui a fait le cheminement. C'est-à-dire que je savais faire de l'assurance, je savais acquérir de nouveaux clients, je connaissais le web. Et donc, ça vient d'une rencontre, en fait. Achille est limite d'un malentendu. Moi, je connais bien Jean de la Roche-Brochard qui travaille avec Xavier Niel sur Kim Aventure. Je lui ai dit que j'allais refaire quelque chose dans l'assurance. Il m'a dit, moi, Francky, qui est mon associé aujourd'hui sur Achille, Francky Desfossés, qui lui travaillait déjà avec Xavier Niel, avait parlé d'un projet en assurance. Ils se sont dit, rencontrez-vous. On s'est rencontrés tous les quatre et une demi-heure après, on crée Achille. Vous écrivez, alors c'est sur le site web, hein, oubliez le blabla habituel des assureurs. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le blabla habituel des assureurs? En fait, moi, j'aurais pas remonté une boîte, c'était pour faire du neuf avec du vieux ou faire ce que tout le monde faisait. Donc, le blabla des assureurs, c'est que moi, j'ai envie que n'importe qui rentre dans mon contrat et le comprenne et puisse être assuré. Donc, c'est le but d'Achille. Beaucoup de gens ont essayé, pas beaucoup de personnes ont réussi. Après la difficulté, on a une société réglementée, on a un agrément ACPR, c'est quand même très sérieux. Ça faisait 35 ans qu'une compagnie d'assurance n'avait pas eu un agrément aussi costaud. Donc on a quand même beaucoup de comptes à rendre. Donc c'est comment rester simple tout en étant compliqué et tout en étant en adéquation avec la réglementation. Comment vous expliquez effectivement cette opacité qu'il faut traverser d'une certaine manière, Ralph? C'est une question réglementaire, c'est des usages qui sont peut-être un peu encroutés également. Et je me place aussi du point de vue du client, hein. Je le dis très honnêtement, je pense que j'ai pas changé d'assurance alors que j'ai changé de contrat téléphonique, alors que j'ai changé de banque plusieurs fois. Je pense que j'ai pas changé d'assurance depuis que ma mémoire fonctionne. Donc je suis un très mauvais assuré. Enfin, je suis un très bon assuré pour mon assureur aujourd'hui. Non, mais comment ça se passe et qu'est-ce qui fait effectivement c'est un mix de tout ça en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est facile pour une compagnie d'assurance comme la nôtre d'arriver et de faire from scratch. Donc on peut dire qu'on est fort, qu'on est tout ce qu'on veut, mais on n'a pas beaucoup plus de mérite que ça. C'est-à-dire que quand vous êtes une vieille compagnie d'assurance ou une ancienne compagnie d'assurance, vous avez du legacy, de la réglementation, des systèmes d'information qui sont vieillissants. C'est les rachats de plusieurs boîtes qu'il va falloir maintenir, ainsi de suite. Nous, on est arrivé. C'est Greenfield. Voilà. Ouais. Nous, on est arrivé et puis on a vu tout ce qui marchait pas et puis on l'a appris avec la technologie d'aujourd'hui. On a fait en sorte que ça marche. Donc, c'est beaucoup plus simple de commencer à zéro que de refaire ce qu'on avait. Après, c'est pas si simple. C'est pas ça. Il y en a beaucoup qui ont essayé, très peu qui ont réussi. C'est un mixte entre la bonne connaissance du métier et la bonne connaissance de la tech. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans l'insurtech, dans l'assurance, qui ne connaissaient pas l'assurance, qui se sont dit, bah tiens, il y a de l'argent, c'est 47% des dépenses de Google sont dans la banque assurance, on va faire de l'assurance, comme ça on va gagner de l'argent. Non, moi,
Nous, on a fait ça parce qu'on vient du monde de l'assurance, c'est un métier qui nous plaît, donc on connaît bien le métier, on connaît bien la tech et on a réussi à faire le mixte des deux. Donc c'est ça qui fait qu'on va le faire. Et aujourd'hui, des gens comme vous qui ne changent pas, il y en a de moins en moins. Vraiment. Je deviens une exception? Ça devient une exception. De toute façon, à la fin de l'interview, je vais remédier à ça alors. On s'occupera bien de vous. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens maintenant commencent à changer. Et on change pourquoi? Parce que vous êtes multiproduit, hein, vous avez tout, l'habitation, alors même l'emprunteur qui vient d'être lancé, les chats, les animaux domestiques, la voiture, la santé, etc. L'audioprothèse, on fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on change? Est-ce que c'est une intempérie ou un dommage habitation qui fait que je regarde mon contrat? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est quand on change d'automobile? C'est un mix de tout ça. Alors, on a fait une étude là avec Ipsos sur 55 000, un panel de 55 000 personnes. On a vu que dans 43% des cas, les gens échangeaient quand c'était un déménagement. Donc, si on prend l'assurance habitation, 43% des cas, quand on déménage, première chose qu'ils regardent avant même de changer la box, de changer quoi que ce soit, ils changent leur assurance habitation. Souvent, l'assureur, la personne qui a fait le crédit leur en parle, mais eux, ils veulent quand même comparer, ils regardent. Et donc là, c'est une grosse partie des gens qui changent. Et là, ce qu'on voit apparaître, et ce qui est vraiment important, 48% des gens changent pour le prix. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait beaucoup de personnes comme on était insensible au prix. Voilà, le prix, c'est pas grave. Il y avait des grands noms de l'assurance. Il y a des gens, ça fait 20 ans qui sont chez AXA ou je paye une marque. Chez Allianz, ils payent une marque, ils le faisaient. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on veut un prix. Et donc, la chose qui était le plus intéressant, c'est que seulement 22% des gens nous disent « Moi, les garanties m'intéressent ». Donc on est arrivé à cette ère aujourd'hui où les gens veulent du rapide, veulent de la simplicité, veulent que ça aille vite et veulent que ça soit pas cher. On a quand même un problème de pouvoir d'achat en ce moment qui est quand même, c'est pas nous qu'on va apprendre ça, vous en parlez tous les jours dans vos émissions. Les gens n'ont plus d'argent et ils sont en train de faire des économies sur tout ce qu'ils peuvent faire. Et une société comme Achille est là pour limiter les intermédiaires. Qui dit limiter les intermédiaires dit des prix plus bas. Et aujourd'hui, dans 85% des cas sur les comparateurs, on est moins cher que les autres. Ça veut dire que votre public cible, il est alors plus large possible, produits, mais comment vous définissez vos cibles? Est-ce que c'est forcément la nouvelle génération? Pas uniquement? Non. Malheureusement ou heureusement, c'est pas uniquement la génération. Donc les gens pensent qu'une InsurTech, c'est un jeune de 25-30 ans qui va venir s'assurer. Intuitivement, c'est ce qu'on imagine. Pas du tout ça. Aujourd'hui, on a à peu près un demi-million d'assurés, ce qui représente à peu près 340 000 contrats sur l'ensemble de nos produits. On a une vingtaine de produits. Donc, et nos plus gros produits, c'est l'habitation et la santé. Et la population, elle est mixte. C'est pas du tout que du jeune. En habitation, par exemple, sur les produits, on n'a pas le même positionnement. Mais en habitation, on est l'assureur de pouvoir d'achat. On a limité beaucoup de choses. On a fait des produits à tiroir, c'est-à-dire que vous payez que ce que vous avez décidé d'assurer. Et du coup, c'est les gens qui en ont marre de payer trop cher et qui se disent, je vais prendre une assurance que je comprends. J'ai acheté que ce que je paye, que ce que j'ai acheté. Et ils me répondent quand j'ai besoin qu'on me réponde. Ce qui est spectaculaire dans le jeune parcours d'Achille, parce que la société est fondée en 2020, je crois que c'est ça, 2 ans et demi, vous avez atteint un point d'équilibre financier, on va dire, l'an dernier, c'est ça, Ralph. Est-ce que c'était un objectif d'avoir ce break-even le plus vite possible? Encore une fois, dans un secteur, l'idée n'est pas de raconter les histoires des autres, mais il y a eu des retours à la réalité brutaux, on va dire, dans le secteur de l'innovation, de la start-up en général, mais de l'InsurTech en particulier. C'est un métier de fonds propres, c'est un métier où le coût d'acquisition des clients est une variable clé, un paramètre clé qu'il faut savoir maîtriser. Et visiblement, vous avez une maîtrise assez spectaculaire de ces coûts d'acquisition clients. Donc je vois que vous maîtrisez mieux, mieux que certaines personnes qui ont fait des startups sur ce sujet-là. En effet, donc c'est le seul avantage d'avoir des cheveux gris. C'est ça, c'est-à-dire que on l'a fait, on sait ce qu'il en est. Les vieux start-upers, c'est les meilleurs. Pas les meilleurs, c'est les plus sages. Nous, on n'est pas en mode je vais faire du client pour faire du client. Moi, si je fais un client, il faut que ça me rapporte de l'argent. Ça, c'était clair dès le départ? Dès le premier jour. Moi, c'est Parce que 2020, on était encore dans le monde imaginaire justement, on était des licornes à 3 cornes. On était en contre-courant, et donc on me disait que j'étais une licorne pas assez ambitieuse, qui n'avait pas assez d'ailes et qui avait qu'une seule corne et qui pouvait en avoir 10. On nous disait il faut recruter 200 personnes, il faut acheter plus de contrats, il faut faire ci. On ne le faisait pas. On dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça peut pas. On peut pas payer 200 € un contrat qu'on rapporte 20. Et
Et on est arrivé à des aberrations comme ça, où on disait, ben, j'ai 300 000 contrats. Oui, mais moi aussi, je peux avoir 300 000 contrats si je paye le triple de ce qu'il vaut. Donc c'était vraiment dès le départ, c'est cette expérience. Francky, mon associé, vient aussi du monde de l'acquisition. Donc déjà, on maîtrise parfaitement l'acquisition, ce qui nous permet de payer 30 à 40% moins cher que tous nos concurrents. Donc quand vous payez 40% moins cher, quand vous maîtrisez l'acquisition, on maîtrise la gestion, on maîtrise la souscription, on maîtrise les sinistres, on maîtrise tout ça, ben, on gratte un petit peu sur chaque chaîne de valeur et ça nous permet d'être rentable. Dès décembre de l'année dernière, on a commencé à être rentable. C'était vraiment un objectif. Voilà, on n'était pas là pour faire un beau et dire dans les dîners, on a monté une start-up, on a monté une surtech. Moi, je veux faire l'assurance de demain, Une entreprise rentable. Donc ça marche. Vous gérez vous-même vos sinistres, hein, c'est ce que j'ai vu. On gère nous-mêmes nos sinistres sur la plupart des produits, sauf sur la santé, sur l'auto, mais sur l'ensemble des produits, on gère nos sinistres. Bon, quel est le plan de marche partant alors de ce trophée de la FinTech de l'année, je le rappelle, c'est quand même pour ça qu'on se parle ce soir, Ralph, avec un équilibre financier qui a été atteint. Quel est le plan de marche là pour les, je sais pas, quels sont les horizons d'ailleurs que vous fixez, 2, 3, 4, 5 ans? On a lancé de nouveaux produits, vous en avez parlé, on a lancé l'emprunteur qui vient de démarrer là il y a quelques semaines. On a eu 2 nouveaux agréments auprès de la Banque de France pour la branche 16 et 17, donc la perte pécuniaire et les protections juridiques, donc des nouveaux produits en perspective qu'on est en train de développer aujourd'hui, qui sont de l'assurance facture, de l'assurance casse-vol, téléphone mobile. On a plein de produits qui sont en train d'arriver. On vise les 411 000 contrats pour la fin de l'année. On continue à être rentable. On va rester dans notre... on va pas s'emballer. On va pas faire d'acquisition externe ou aller à l'international pour l'instant. On ira que s'il y a des opportunités. Mais pour l'instant, on continue de dérouler notre petit bonhomme de chemin et continuer à rester le plus rentable possible et être le meilleur sur ce qu'on sait faire, l'assurance en France. Et quand on dit métier de fonds propres, l'argent que vous avez levé au démarrage est de l'argent encore disponible qui suffit aujourd'hui à garantir... L'argent suffit parce qu'on ne l'a pas cramé, excusez-moi l'expression, mais dans votre monde, c'est comme ça qu'on parle, je crois. On a levé 30 millions en seed, qui était le plus gros seed de l'histoire. C'est beaucoup, 30 millions quand on avait à peine un PowerPoint, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et on en a dépensé... à peine 7, alors à force de dire à peine 7, je dois être à 8. Depuis le temps que je dis à peine 7, voilà, je comprends. Dépensé entre 7 et 8 millions. Moins d'un tiers dépensé. Pour créer des outils informatiques, 1,5 million de clients, quelque chose de rentable, donc on est plutôt assez fiers de ça. Merci beaucoup Ralph, merci d'être venu nous parler d'Achille. Félicitations à vous et aux équipes d'Achille pour ce trophée supplémentaire. J'imagine qu'il y en a déjà dans les vitrines d'Achille, il y en aura d'autres demain, mais celui-là effectivement c'était celui de ce mois de novembre et de cette année 2023 pour vous. Le trophée de la FinTech de l'année qui a été remis début novembre à l'occasion des trophées de l'innovation organisés par LBP Asset Management. Ralph Rumi, le cofondateur d'Achille qui était avec nous pour entamer cette série. Nous recevrons les autres lauréats demain et après-demain dans Smart Bourse sur Bismart. Merci.